Philippe Googler n'a pas son pareil pour dénicher des trains originaux. Avait une bonne tête celui-là. C'est dingue. C'est la première fois que je mange une fondue dans un train. En Équateur, le train, c'est d'abord un spectacle. À l'ancienne, fantôme, rustique ou luxueux. Comme dirait Philippe, Le train, c'est pas mal. des trains pas comme les autres, saison inédite, tous les lundis à 20h50 sur Voyage. Bienvenue sur la rive sud de la Méditerranée, dans le deuxième plus grand pays du continent africain. Une terre au passé très riche et aux paysages magnifiques. On y trouve aussi bien des montagnes que des lacs, des forêts que des vallées fertiles couvertes d'oliviers, de dattiers et d'arbres fruitiers. Au sud, il y a le plus grand désert du monde, le Sahara, où vivent les Touaregs. La population est très diverse, avec notamment des tribus berbères qui perpétuent leurs traditions ancestrales. Après plus d'un siècle de colonisation, le pays est devenu indépendant au début des années 1960. Son ascension, alimentée par ses ressources pétrolières, a été longue et chaotique. C'est une nation encore relativement jeune et un trésor méconnu des voyageurs. Des guides et des experts locaux vont nous faire découvrir l'Algérie secrète. L'Algérie est au cœur du Maghreb, au bord de la Méditerranée. Elle est bordée par le Maroc à l'ouest, la Mauritanie et le Mali au sud-ouest, le Niger au sud-est et la Tunisie et la Libye à l'est. Dans cet épisode, nous allons remonter le temps et explorer son patrimoine architectural. Le pays s'est construit au gré des conquêtes par les Romains, les Arabes, les Ottomans et les Français. Et avant eux, il y a eu une civilisation nord-africaine, le royaume de Numidie. Autour du mont Chénoua, les collines côtières sont verdoyantes et propices à la viticulture. Au pied de la montagne se trouve Tipaza, autrefois port phénicien, puis colonie romaine sous l'empereur Claude en 43 avant Jésus-Christ. Parmi les ruines antiques, on voit les vestiges d'amphithéâtres, de villas et d'églises. C'est par ici que le christianisme est arrivé en Afrique au IIIe siècle. Il a fallu plus d'un siècle et les 3 guerres puniques contre Carthage pour que Rome s'implante dans cette partie du Maghreb. Il y avait une violente lutte de pouvoir entre Rome et Carthage qui s'est jouée sur le sol de l'actuelle Tunisie. C'était un combat à mort entre la République romaine en plein essor et Carthage. Il y a eu 3 grandes guerres, dont la dernière s'est soldée par la défaite et la mise à sac de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Ça a permis à la civilisation romaine de se propager en Afrique du Nord. Les Romains ont occupé les anciens territoires puniques et ont peu à peu avancé vers l'ouest jusqu'à la Numidie, c'est-à-dire l'est de l'Algérie et plus loin l'actuel Maroc. Ce processus a été graduel et méthodique parce qu'il y avait déjà un royaume dans la région, celui de Numidie, avec une architecture très importante. Le plus bel exemple des traces laissées par ce royaume berbère est le mausolée royal de Maurétanie. Ce tumulus de pierre est le tombeau du souverain numide Juba II et de son épouse, Cléopâtre Sélénée II, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Le mausolée royal mêle clairement plusieurs influences.
Ce qu'on voit dans l'architecture numide et surtout dans leurs sites funéraires, c'est la fusion d'idées venues de toute la Méditerranée. Des inspirations grecques, hellénistiques, égyptiennes et locales. Il ne s'agit pas de détails copiés ici ou là, mais plutôt d'une incorporation des influences de l'architecture et de l'art qui est typiquement nord-africaine. Dans ces tombeaux royaux, on a des éléments architecturaux qui ont été repris à d'autres régions du monde méditerranéen, mais qui ont été mélangés pour donner un style unique, propre à la Numidie et à l'Afrique du Nord. Les Ottomans qui ont régné sur l'Algérie au XVIe siècle ont appelé cet endroit le tombeau de la chrétienté, car il y avait un motif en croix à l'entrée. Ils ont ordonné sa destruction, mais leurs ouvriers ont été tués par un essaim d'abeilles. Après cet incident, le mausolée a eu la réputation d'être maudit. Il est toujours debout et reste un site très aimé des habitants. Dans les plaines de Batna, au pied des sommets de l'Aurès, il y a aussi les vestiges d'une cité romaine, si bien conservée qu'on la surnomme la Pompéi d'Algérie. Timgad est l'un des joyaux archéologiques du pays. La cité a été fondée en 100 après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan. À l'origine, c'était un campement pour les soldats de la 3e Légion Auguste. Ensuite, toute la région a prospéré grâce à la fertilité des hauts plateaux, notamment pour la culture du blé. Plus tard, l'huile d'olive est devenue l'une des principales ressources de l'économie locale. L'emplacement de Timgad est marqué par son arc de triomphe qui rend hommage à plusieurs divinités. L'archéologue Kader Ben Salah connaît le site par cœur. On a 2 inscriptions importantes donc, qui sont encore sur place in situ, où on a l'inscription dédiée à l'acte Concordia et l'autre au dieu Mars, donc au dieu de la guerre. Et c'est comme si, quelque part, on voulait dire que si vous voulez venir dans cette ville avec la paix, vous serez les bienvenus. Mais par contre, si vous venez avec des idées belliqueuses, vous aurez donc ce qui vous attendra, vous saurez ce qui vous attendra. Quand on avance sur la grande rue, on a une vue à couper le souffle de toute la cité, illustration des préceptes romains en matière d'urbanisme. Le plan de Timgad est un carré parfait, composé de 111 pâtés d'habitations et de bâtiments publics. Elle est traversée par 2 voies principales perpendiculaires. Cette ville a été construite selon un plan typiquement romain, c'est-à-dire 2 voies principales qui est le Decumanus Maximus et le Cardo Maximus, qui sont les axes des 4 points cardinaux, donc qui font le nord-sud pour le Cardo Maximus et l'est-ouest pour le Decumanus Maximus. Alors, les 2 voies se rencontraient au niveau du Forum, qui est la place centrale de la ville et où c'est le cœur battant de la ville, où on a une basilique judiciaire, une curie et aussi le Capitole. La vie publique s'articulait autour du Forum. C'était à la fois un lieu de réunion et un marché. Le temple célébrait l'empereur Trajan et ses victoires militaires. Ensuite, il y avait le Capitole, un immense édifice religieux consacré à Jupiter, Junon et Minerve. 14 thermes romains se trouvaient à Timgad. Ils servaient notamment aux voyageurs qui arrivaient dans la cité. L'amphithéâtre a été construit à flanc de colline. Plus petit que ses homologues dans le reste de l'Empire romain, il pouvait toutefois accueillir 3500 spectateurs. Ce qui est intéressant à Timgad, c'est que malgré la grande beauté de cette cité, son histoire est encore très mal connue.
Il y a peu de références dans les archives. On dirait que Timgad a été oubliée dans l'histoire romaine. Heureusement, elle a repris vie grâce à ces ruines magnifiques qu'on a redécouvertes. Timgad semble avoir été détruite au 5e siècle par des brigands maures. Quand les Byzantins ont conquis l'Afrique du Nord en 533, ils n'ont trouvé qu'une cité déserte en arrivant à Timgad. Le site était recouvert de sable et il a été oublié jusqu'à ce qu'il soit exhumé au début de l'occupation française de l'Algérie. Les ruines romaines sont magnifiques. Tout près de Constantine, un autre site retient l'attention. Djémila. À l'origine, c'était une base militaire romaine. Aujourd'hui, la cité est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le clou de la visite est l'imposant arc de Caracalla. Parmi les ruines, il y a des forums, des temples, des basiliques, des arches, des rues et des habitations. Djémila reste l'un des meilleurs exemples de la manière dont les Romains ont su adapter leur architecture à des reliefs montagneux. La cité est en hauteur, entourée des collines de la chaîne de l'Atlas, à une altitude de 900 mètres. Les premiers à avoir vécu en Algérie sont les Berbères. Et quand l'islam a conquis l'Afrique du Nord au 8e siècle, les tribus autochtones se sont converties à la nouvelle religion. Dans les villes isolées du Sahara, cette fusion de deux cultures a donné naissance à des sites hors du commun. Le peuplement de la vallée du Mzab remonte au 8e siècle. Les Berbères mozabites ont commencé à se sédentariser parce que le climat était trop rigoureux pour leur mode de vie traditionnel. Ils étaient semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'agriculture permanente. Ils se déplaçaient constamment dans le Mzab. Ils n'en sortaient jamais. Ils n'avaient pas de palmeraies, pas de ville. À l'époque où ils étaient semi-nomades, il y avait beaucoup moins de sources d'eau dans la région. C'est ce qui les a poussés à se sédentariser. Le plus important pour eux, c'était de résoudre le problème de l'eau et de trouver des sources et des systèmes durables pour avoir un approvisionnement régulier et une agriculture stable. C'est la genèse du peuplement du Mzab. Dès que les tribus berbères se sont installées, elles ont fondé 7 cités, dont 5 principales. Gardaïa, Beni Isgen, Bounoura, Melika et El Atef. Les villes du Mzab sont des citadelles édifiées sur un promontoire et elles suivent toutes le même principe architectural. Elles sont reconnaissables à leur minaret pyramidal qui fait office de tour de guet et leur mosquée à 4 pointes. À l'origine, c'était une forteresse défensive en haut de la colline, la mosquée étant considérée comme la dernière ligne de défense. Autour de la mosquée, les habitations sont agencées en cercles concentriques. Elles se ressemblent toutes, car la société mozabite était basée sur l'égalité. La vie était fondée sur le respect de la famille. Chacune des 7 villes du Mzab est composée de 3 quartiers différents. Le Ksar est le village où les gens vivent. Ici, la priorité, c'est le quotidien de la famille. Il y a principalement des maisons.
Elles sont apparues progressivement, d'abord autour de la mosquée, avant de s'étendre jusqu'à former la ville que vous voyez aujourd'hui. Habitant de Gardaya, Kamel Ramadan est aussi guide. Vous voyez une maison traditionnelle qui est construite dans le fond. Ce sont tous des rochers qui touchent cette partie pour construire toute cette maison traditionnelle avec des matériaux de construction, avec des rochers paiement traditionnel dans le noyau de son ancienne ville de Gardaya. C'est un échantillon qui existe maintenant plus de 10 siècles. Dans le Ksar, nous avons aussi le quartier des marchands. Il est situé aux portes de la ville et il est bien délimité. Ça veut dire que dans le reste du village, c'est interdit d'ouvrir un commerce. Parmi les coutumes traditionnelles ici, toute cette partie c'est spécialement pour le commerce, pour les activités commerciales et activités voilà. Dans l'ancienne ville, c'est uniquement la mosquée, l'école coranique et aussi les habitations, plus de 9000 habitations pour minimiser le bruit et aussi pour faire l'intimité totale. C'est pour cela qu'ils ont fait cette séparation. Les villes du Mzab ont un plan très précis et chaque quartier correspond à une fonction précise. La deuxième partie de la ville, c'est la palmeraie. Contrairement au village, qui est en haut de la colline, la palmeraie est toujours dans la vallée, tout près de l'eau. C'est là que le système de distribution a été développé. Je tiens à préciser que ces palmeraies ont été créées de toutes pièces. Elles ne sont pas apparues dans une oasis naturelle du désert. Elles sont le résultat de siècles de travail acharné et d'un équilibre trouvé entre la nature et les besoins humains. La troisième partie de la ville, c'est le cimetière. En général, il est dans la partie la plus basse. Jamais en hauteur et jamais au fond de la vallée. Il doit être à l'abri de l'eau et des inondations. Le cimetière est une partie importante de la ville, parce que c'est sa mémoire et qu'on y trouve toute l'imagerie religieuse. On différencie les tombes des hommes et des femmes. Celle d'une femme a 2 pierres au niveau des pieds et une au niveau de la tête. Pour un homme, c'est 2 au niveau de la tête et une au niveau des pieds. De nombreux Mozabites sont de confession ibadite. La religion occupe une grande place dans leur vie. La dynastie des Rostémides, qui a régné dans le nord de l'Algérie au 8e et 9e siècle, était ibadite. Quand elle a été renversée par les Fatimides, les fidèles ibadites se sont réfugiés dans le désert où ils ont bâti leur cité au 11e siècle. L'ibadisme est une branche de l'islam, distincte du chiisme et du sunnisme. L'ibadisme est très strict et chaque individu doit répondre de ses actes. Il ne suffit pas d'être musulman pour obtenir le salut. Un comportement respectueux des préceptes religieux doit accompagner la foi. Cette règle, conjuguée à un environnement très dur et une vie quotidienne difficile, a sans doute favorisé un grand sens de l'effort dans cette communauté. Chez les Mozabites, la notion de chômage n'existe pas. Les gens travaillent, même s'ils n'ont qu'un petit boulot. Surtout les jeunes. Le travail est une valeur sacrée. Les ibadites sont reconnaissables à leurs vêtements blancs. Les femmes mariées portent le haïk ou aouli, un grand tissu blanc en laine qui recouvre tout leur corps, à l'exception d'un œil. Les ibadites vivent depuis des siècles dans la culture mozabite, mais ils forment une communauté soudée à part. Les mosquées des ibadites se distinguent, comme l'a écrit un auteur, par leurs 4 doigts dressés vers le ciel. Celle de Gardaya a été bâtie au XVe siècle. Les 4 pointes représentent 4 des piliers de l'islam, la mosquée étant le 5e. L'intérieur est une série d'espaces délimités par des arcades en pierre qui soutiennent la structure. La couleur blanche évoque la sérénité, un concept typiquement ibadite. L'imam de Gardaya nous en dit plus.
Le secret de la cohésion de la communauté, c'est la construction des habitations tout autour de la mosquée. C'est grâce à ça que nous restons tous unis. Ça renforce nos liens les uns avec les autres. Dans la ville voisine d'El Atef, la mosquée est très originale. C'est un édifice austère, à moitié enterré dans le sol. Sa conception reflète l'unité de la communauté. Brahim Hadji, guide touristique, nous l'a fait visiter. Alors ici, on est dans le monument de Am Ibrahim, un monument qui est conservé ou bien fait pour les prières. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est le mihrab, plutôt le minaret, où le muezzin ou bien la personne va appeler à la prière. Et juste à côté, le mihrab, donc le mihrab pour la destination de la Mecque. L'imam, il est là, donc les gens derrière, pour faire la prière. Et si on va légèrement derrière, pour voir derrière ce muret, vous avez la tombe du sage ou bien de l'imam, Am Ibrahim toujours. Là, à ma gauche, et ce que vous voyez, donc là où l'imam va s'asseoir pour le prêche ou bien pour lire le Coran. Cette partie que vous voyez ici, c'est un compartiment pour hommes. À ma droite maintenant, c'est le compartiment des femmes. D'habitude, il y a une isolation entre les deux compartiments. Là, et ce que vous voyez à l'entrée, donc les gens vont laisser les chaussures à l'extérieur pour passer ou bien pénétrer dans le bâtiment. Donc, il y aurait des tapis au sol. Et ce qu'on voit là, à ma droite, c'est des ouvertures pour les livres de Coran. Et ce que vous voyez ici, cette entrée ou bien cette ouverture, est le premier compartiment des femmes. Et vous avez la deuxième qui est par-dessus, là à ma droite. Et là, ici, c'est l'entrée des femmes. Ce bâtiment, vu son architecture, il a inspiré beaucoup d'architectes contemporains. Là, ce que vous voyez par exemple, ces ouvertures ici, c'est des ouvertures de climatisation, ainsi de capter la lumière. Et ainsi, les piliers que vous voyez, donc des positions différentes, ça donne un sens d'intimité, donc une sorte de rideau entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, quelque part dans ce coin-là, vous n'avez pas une vue sur l'extérieur. Automatiquement, ça serait l'inverse, de l'extérieur vers l'intérieur. La mosquée Sidi Ibrahim a été bâtie au XVe siècle et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un édifice aux lignes pures et futuristes. Elle a servi d'inspiration à l'architecte Le Corbusier pour une chapelle en France. Dans le Mzab, la principale source de revenus est la production de dattes. Il y a environ 60 000 palmiers dattiers dans la vallée. La récolte se fait en août, mais il faut entretenir les arbres toute l'année, notamment pour faire la pollinisation à la main et l'élagage. L'ouvrier chargé des opérations commence par lancer un appel pour prévenir les riverains qu'il va monter dans un arbre et qu'il risque de les apercevoir. Le respect de la vie privée est essentiel pour les villageois. Est en train de répartir ces régimes de dattes, donc qui commence à peser un petit peu lourd sur le palmier. Donc il va essayer de répartir et de partager le poids des régimes de dattes sur les branches de palmier. Et ce qui n'est pas bien formé comme régime de dattes ou bien de dattes, automatiquement il va les couper comme vous les voyez. La couronne de feuilles est souvent très large et les palmes ont de longues épines à leur base. Le travail de l'ouvrier agricole est long et pénible et il a souvent une centaine de palmiers à élaguer. Les palmiers fournissent une matière première précieuse et rare pour les constructions.
les branches coupées serviront forcément plus tard. Les gens d'ici ont réussi à survivre dans un environnement très difficile, parce qu'ils n'ont pas cherché à imposer leurs lois à la nature. Au lieu de ça, ils ont compris la nature et ils vivent en respectant l'équilibre fragile entre les ressources et leurs besoins. C'est la même chose pour tout. L'eau, le bois, toutes les ressources sont gérées avec beaucoup de soin. C'est ce qui explique ce système ingénieux, très précis. Parmi ces créations du Mzab, il y a notamment le système d'irrigation. Brahim Hadji nous parle de la Fogara. Ici, on est dans le nid de l'oued de la vallée du Mzab. La crue qui va venir juste devant moi, elle est automatiquement captée à travers ces 18 ouvertures, qui sont 18. Et ce système qui a été créé il y a à peu près 900 ans. Là, avec ces prises d'eau, c'est des canaux qui vont drainer l'eau vers l'oasis de Gardaya juste derrière. Donc l'eau, elle va passer dans l'oasis ici de Gardaya, dans différents quartiers. Et plus tard, on aura un système de répartition qui est unique, qui a été créé à peu près 900 ans avant. Un système, comme je vous l'ai dit, unique, loyal et une certaine démocratie de la société. Et l'extra de toute cette eau qui va irriguer l'oasis de Gardaya va encore continuer au plus loin, juste à côté du village, pour aller encore à une distance très lointaine. Alors, juste à côté, on a une tour qui est juste au sommet de la colline, près de ce système de captage d'eau, qui va communiquer automatiquement avec le bâtiment qui est à côté, où on peut trouver, ou bien il y aura un groupe qui va superviser la crue en général et l'opération parfaite de ce système. Donc ici, on est dans une ruelle, juste à côté de la sortie ou bien de ces canaux automatiquement. Donc l'eau, elle va passer à travers ou bien dans ce sens-là, tout au fond de cette ruelle. On a des prises d'eau qui sont juste en bas ou en dessous des murs. Donc la hauteur parfois du débit d'eau, elle est de 15 parfois et jusqu'à 60 cm de hauteur. Et ce que vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, c'est des prises d'eau. Donc ces prises d'eau, elles sont mesurées suivant la surface et la quantité de palmiers dans l'oasis. Et ceci avec ce moyen qui est le noyau de date. Pour voir d'autres innovations architecturales inspirées par les contraintes du Sahara, il faut poursuivre sa route plus de 500 km vers le sud-ouest, dans le désert, pour explorer l'étrange ville de sable rouge de Timimoun, dans la province de l'Adrar. C'est une ville marchande typique du Sahara, et on y vend toujours des produits locaux. Mais au XVIe siècle, on y faisait aussi le commerce d'esclaves. Timimoun était au carrefour des routes des caravanes, et on y trouvait le plus grand marché aux esclaves d'Algérie. Aujourd'hui, il reste en ville une grande communauté noire, descendante des esclaves d'autrefois. Comme à Gardaya, l'architecture est très particulière. Les édifices en terre ocre sont nés du climat impitoyable et de l'ingéniosité des hommes. Cap Terre est le centre de préservation de la tradition du bâti en terre. Il a été fondé par le ministère de la Culture pour promouvoir ce patrimoine architectural. Il apprend les techniques ancestrales des Berbères à des étudiants venus de tout le pays. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir au Cap Terre pour réellement découvrir, prendre conscience des techniques ancestrales qui ont permis à nos ancêtres de bâtir ces merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques et qui sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre climat. C'est de notre devoir de préserver tout ce patrimoine, toute cette culture et cette diversité. Les plus belles réussites de l'architecture berbère sont sans doute les Ksours, bâtis par les Zénètes, des tribus berbères qui contrôlaient la région à l'époque.
Un ksar est un village fortifié. Il en reste quelques-uns encore intacts, au bord d'un lac salé appelé Sebka de Timimoun. Ils sont très prisés des touristes. Yasmine Terki est la directrice de Cap Terre. Ces architectures n'étaient pas le produit d'un architecte. Ces architectures étaient le produit de générations et de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient tour à tour, depuis des siècles, voire même des millénaires, réfléchi à trouver des solutions pour habiter dans les lieux dans lesquels ils vivaient et qui, de génération en génération, ont transmis les solutions qu'ils avaient trouvées aux générations futures qui, elles-mêmes, ont augmenté ces solutions de leur propre expérience et que les architectures que je découvrais aujourd'hui étaient le produit de toute cette accumulation d'expériences, le produit en fait de ce qu'on appelle la tradition. Ces châteaux étaient situés à des points stratégiques sur la route des caravanes arabes. Le seigneur du ksar offrait l'hospitalité aux voyageurs, puis exigeait qu'ils paient une redevance. Au fil du temps, le rôle du ksar s'est étoffé. C'est devenu un lieu de vie pour la communauté et il veille toujours sur la Kasbah. À cause de l'aridité de la région, les nomades qui vivent dans le désert dépendent des rares ressources naturelles. Ces fermiers berbères préparent leur pain traditionnel appelé taguela. La pâte à base de semoule de blé est longuement pétrie et façonnée en forme de disque plat avant d'être cuite sous le sable chaud, les braises et la cendre. La taguela est le plat de base des Touaregs depuis plus d'un millénaire et la méthode de préparation n'a pas changé. On le sert avec du thé brûlant. Quand on explore le désert autour de Timimoun, on aperçoit parfois des dômes étranges. Ces monuments sont des koubas, les tombeaux d'hommes saints appelés marabouts. Les marabouts étaient soufis et pendant longtemps, ils ont exercé une grande autorité dans les villages. Ils arbitraient les conflits terriens entre les clans et assuraient la cohésion de la population en temps de guerre. Ils étaient tenus en haute estime par tout le monde, comme le prouvent ces monuments à leur mémoire. À plusieurs centaines de kilomètres au nord, près de la côte, les Ayanides ont créé leur capitale à Tlemcen. Leurs ennemis jurés étaient les Myrinides, basés à Fès, dans l'actuel Maroc. Les souverains des deux dynasties rivales se sont affrontés dans deux cités fortifiées voisines, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Tlemcen a été la capitale du Maghreb central, c'est-à-dire de l'Algérie. À l'époque, l'Algérie était appelée Maghreb central. Le Maroc était le Maghreb et la Tunisie était l'Ifriqiya. Tlemcen était la capitale du pays. Tout le commerce entre l'Afrique et l'Europe passait par Tlemcen. C'était un carrefour. Comme c'était un point stratégique pour le commerce, Tlemcen est devenue la cible des dynasties qui se battaient pour la domination de l'Afrique du Nord au Moyen-Âge. La dynastie berbère des Iyanides a transformé Tlemcen en une cité royale magnifique. Quand les Iyanides ont établi leur dynastie, ils ont bâti le château qu'on appelle Palais El Méchoir. Le palais El Méchoir a été édifié en 1248. Son nom signifie « le lieu du conseil ».
C'est un complexe palatial avec une impressionnante citadelle où se réunissaient les ministres royaux. C'était la résidence du souverain ziyanide Yagmorasen Ibn Ziyan qui a transformé la citadelle en palais au début du XIVe siècle. La résidence royale est au cœur des fortifications. Il y avait 4 bâtiments et celui-ci était réservé au roi. Par le jardin agrémenté d'une fontaine, on accédait au diwan, la salle du conseil, et au harem à l'étage. De chaque côté, il y avait les suites royales, occupées en fonction de la saison. La suite hivernale est en pierre et celle d'été en marbre, pour être plus fraîche. Le style architectural est andalou et islamique, avec des inscriptions coraniques. Le bâtiment a dû être restauré après les traces laissées par des siècles de guerre et de soulèvements. Les dalles d'origine ont été laissées visibles pour faire la différence entre les parties anciennes et celles qui ont été reconstruites. Plusieurs longs tunnels blancs ont été découverts. L'un d'eux permettait au roi d'atteindre la mosquée et un autre de s'échapper en cas de danger. À la fin du XIIIe siècle, à l'époque où Tlemcen a été assiégée par les Mérinides, la cité était réputée imprenable, notamment grâce à ses fortifications épaisses qui ont su résister au temps. En 1299, le sultan mérénide Abou Yacoub Youssouf a voulu conquérir la ville de Tlemcen. Il est venu jusqu'à la citadelle, qui était en dehors de la ville, et il a installé son camp militaire. Son objectif était de s'emparer de Tlemcen. Les vestiges du camp militaire du sultan sont désormais le site historique de la Mansoura, à quelques kilomètres à l'ouest de Tlemcen. Un minaret encore debout servait autrefois à surveiller les environs. Le minaret de la Mansoura ne ressemble pas aux autres, notamment à cause de sa hauteur. À l'origine, il mesurait 45 mètres et il permettait au souverain de voir tout ce qui se passait en ville. Il était richement décoré, avec de belles ornementations et des colonnes de différentes couleurs. Chaque couleur a un sens symbolique dans l'islam. Le sultan espérait remporter rapidement la victoire, mais le siège s'est éternisé et il a dû faire construire une autre citadelle. Après la construction de ces 2 bâtiments, la Mansoura est devenue une vraie ville, entourée par une grande enceinte qui comptait 88 tours. Ensuite, une grande mosquée a été construite. Elle s'élevait autrefois dans cette cour. Sa présence a transformé la citadelle militaire en véritable ville. L'entrée de la mosquée était à un endroit inhabituel. La particularité de ce minaret, c'est qu'il abrite aussi l'entrée principale de la mosquée. On doit passer par le minaret. Dans les mosquées ordinaires, le minaret et la porte d'entrée sont à des endroits différents. Alors qu'à la Mansoura, le minaret est aussi l'entrée de la mosquée. C'était une grande ville. Ils l'ont construite pour y vivre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 2 villes distinctes. La première est la Mansoura, entourée par cette enceinte, et la seconde est la ville d'origine de Tlemcen, avec le palais El Meshwar et une enceinte qui va jusqu'à la ville. La citadelle a été baptisée El Mansoura, qui signifie « la victorieuse » en arabe. Mais le sultan Abou Yacoub Youssouf n'a jamais réussi à faire tomber Tlemcen malgré tous ses efforts. Il a fini par renoncer en 1307. Le siège a duré 8 ans. Pendant tout ce temps, le sultan a essayé de prendre le contrôle de la ville de Tlemcen. Mais il n'a pas réussi. Et après 8 années de tentatives, les envahisseurs sont rentrés chez eux, au Maroc. Au
Au XVIe siècle, l'Empire ottoman était l'une des grandes puissances de Méditerranée. Sur une période de plusieurs siècles, il a bâti de nombreux palais en Algérie. Son empreinte est notamment visible à Alger. La Casbah, ou vieille ville, a été fondée au Xe siècle, mais elle a pris son essor à l'époque ottomane. Au début du XVIe siècle, à l'arrivée des Ottomans, la ville était dominée par l'Espagne. Pendant la première partie du XVIe siècle, tout le bassin méditerranéen était un champ de bataille dans la guerre entre les Espagnols et les Ottomans. Les deux puissances ont commencé à conquérir l'Afrique du Nord. Et les Espagnols ont pris le pouvoir sur plusieurs endroits de la côte, dont Alger. Ils ont bâti une forteresse appelée El Peñón, sur l'îlot en face de la ville, ce qui leur a permis de pointer leurs canons sur Alger. Près d'Alger s'élève la statue de l'un des héros des Algérois, Khayr ed-Din Barberousse. Corsaire comme ses deux frères, il a repoussé la tentative d'invasion des Espagnols contre Alger. Les frères Barberousse étaient à la solde du sultan ottoman Sélim Ier, qui finançait leurs expéditions et faisait la guerre aux chrétiens dans tout le bassin méditerranéen. Les frères Barberousse étaient connus pour leurs raids sanglants contre les communautés chrétiennes sur la terre ferme, mais aussi leur agressivité sur les flots. Ils n'hésitaient pas à capturer des soldats et des marins pour les réduire en esclavage. L'archéologue Ramzi Turk nous en dit plus. Les frères Barberousse étaient une force navale très répandue et très célèbre dans la Méditerranée. Ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts aux navires chrétiens. Il a capturé beaucoup de personnes nobles comme des captifs. Il les a envoyés au sultan ottoman. Des cadeaux ou des récompenses. Deux des frères, Harouj et Ishak, ont été tués, mais le troisième, Khayr ed-Din, a triomphé. Pendant la régence d'Alger, de 1518 à 1830, la ville était intégrée à l'Empire ottoman. Khayr ed-Din a pris le contrôle des territoires algériens et il a décidé de chercher la reconnaissance auprès du sultan ottoman, qu'il a nommé gouverneur ottoman de la région. Il a dépêché une délégation à Istanbul et en retour, le sultan lui a envoyé une lettre d'investiture qui a fait de lui le pacha ottoman d'Alger et des territoires environnants. Territoires qui, je le rappelle, étaient très vastes à l'époque. Les Ottomans ont largement façonné la Casbah telle qu'on la voit encore aujourd'hui. Elle a atteint son apogée à l'époque où Khayr ed-Din Barberousse était gouverneur d'Alger. Le site est peuplé depuis l'Antiquité, mais la ville a été fondée par les Berbères de la dynastie des Zirides au Xe siècle. Pendant la régence d'Alger, Barberousse et les bey ottomans qui lui ont succédé ont développé la vieille ville, avec notamment au XVIe siècle la construction de la citadelle. Il y a eu jusqu'à 30 000 habitants dans la Casbah pendant sa période faste, avec une centaine de mosquées, de nombreux harems, des hammams et des souks. Certains juifs tenaient des auberges qui avaient le droit de servir de l'alcool. La plupart des bâtiments bien conservés sont ottomans, comme cette mosquée du XVIIIe siècle. Le palais Dar Aziza date du XVIe siècle. C'est l'un des plus beaux de l'époque, avec des faïences et des marbres de grande beauté importés de tout l'Empire ottoman. Son architecture est typiquement mauresque, avec un plan très précis.
La cour centrale donne de la fraîcheur et de l'espace au palais. Le premier niveau est pour les invités et le second pour la famille. L'un des derniers palais construits par les Ottomans est le palais du Bey à Constantine. Il a été bâti juste avant l'arrivée des Français. On y trouve un harem qui surplombe une série de cours intérieures, entourées d'arcades couvertes de carreaux de faïence. C'est une vision du paradis dans le style islamique, et ce palais est l'un des mieux restaurés d'Algérie. Rouag Maïdan, guide local, nous en parle. Pour l'architecture du palais, il y a un mélange entre le style mauresque, c'est toujours, il y a deux jardins à l'intérieur. Le premier jardin, c'est le jardin des orangers et le jardin des palmes. Le style mauresque, c'est toujours les jardins à l'intérieur. Comme la Rambla, Sevilla, Cordoba, c'est toujours, il y a un jardin à l'intérieur. La construction du palais a coïncidé avec le siège d'Alger par les troupes françaises. L'armée a avancé vers l'est et Ahmed Bey s'est battu pour défendre Constantine. Il a été vaincu et contraint de fuir son palais après n'y avoir vécu que 2 ans. Constantine a été prise en 1837, mais Ahmed Bey ne s'est rendu qu'en 1848, l'année où l'émir Abdelkader a dû abandonner le combat contre la France à l'ouest du pays. Après l'indépendance en 1962, l'armée algérienne a fait du palais son quartier général. En 1830, la France a lancé l'expédition d'Alger pour conquérir la ville et le pays. Au fil du temps, des centaines de milliers d'immigrés français et européens se sont installés sur place. Leurs descendants ont été surnommés les Pieds Noirs. Les Français ont imposé leur autorité politique, mais aussi architecturale. La colonisation française a duré 132 ans et a laissé son empreinte. La capitale, Alger, surnommée El Djezaïr, est toujours le pôle commercial de l'Algérie et sa population est majoritairement musulmane. L'architecture et l'atmosphère mêlent des influences venues d'Europe, d'Afrique et d'Orient, nées d'un passé de conquête et de colonisation. Le plan de la ville dévoile justement ces différentes facettes. Le front de mer surélevé est très français, avec ses avenues et ses places publiques. À l'exception de la Casbah, Alger ressemble beaucoup aux grandes villes du sud de la France. Akli Amrouche, spécialiste en architecture, nous parle de l'organisation de la ville. Les Français, quand ils sont venus, la première chose, c'était bien entendu d'occuper les lieux militairement. Toute la basse Casbah a été détruite pour faire place à un champ de manœuvre pour les militaires. Et puis on a commencé à faire des percées et ouvrir des rues pour commencer l'urbanisation. Et on a construit comme ça Alger successivement sur un plan style haussmannien, avec des immeubles de type classique, avec un sous-bassement, en arcade, un corps très décoré. Le Théâtre national d'Algérie a été l'un des premiers édifices bâtis au début de la colonisation française, dans un style très européen. Le ST Hotel recrée lui aussi une ambiance typique de cette époque, comme l'explique son propriétaire, Samir Saadi. Donc l'hôtel, c'est une architecture haussmannienne, construite dans les années 20-30. Donc il y a l'architecture française, le style haussmannien. Quand on voit l'hôtel de l'extérieur, il garde toujours les signatures de l'hôtel quand il était construit la première fois. Il a gardé son ossature. Le mobilier et la décoration intérieure évoquent plutôt le Paris du XIXe siècle que l'Afrique du Nord. Au début du XXe siècle, les Algériens ont aussi cherché à intégrer dans leur environnement urbain d'autres éléments de leur passé. C'est ainsi qu'on trouve à Alger des bâtiments apparus sous la colonisation française, mais avec des motifs néo-mauresques.
Les styles andalous et mauresques témoignent du passé islamique de la ville. La Grande Poste en est l'un des meilleurs exemples. Elle a été conçue en 1910 par 2 architectes français et elle est dans un style néo-mauresque. De nombreuses manifestations se sont déroulées à ses pieds et elle reste un point de ralliement pour toute la population algéroise. Pendant les dernières décennies de la colonisation, les Français ont construit à Alger plusieurs bâtiments de style moderniste, comme cet immeuble d'habitation inspiré par Le Corbusier. L'église du Sacré-Cœur est aussi l'œuvre de Français, même si sa silhouette s'inspire des tentes touaregs. Finalement, en 1962, sous l'autorité du général de Gaulle, la France a signé l'indépendance de l'Algérie, après 8 ans d'une guerre meurtrière. Pendant la colonisation française, de nombreuses mosquées ont été converties en églises. Après l'indépendance, elles ont fait le chemin inverse. C'est le cas de celle-ci, à Alger, qui était devenue l'église de Saint-Philippe au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est la mosquée Ketchaoua, symbole d'une Algérie qui reprend en main son passé précolonial. L'influence française en Algérie reste très marquée. Mais le patrimoine architectural du pays reflète toutes les cultures, riches et variées, qui l'ont façonné au fil du temps. Philippe Googler n'a pas son pareil pour